Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec l'embranchement des arthropodes. Dans cette vidéo, on va parler des superclasses des myriapodes et des crustacés. La dernière fois, nous avons discuté surtout les principaux caractères généraux des arthropodes, ainsi que nous avons vu une classification sommaire de l'embranchement ou bien de la superclasse des chélicérates. Aujourd'hui, on va continuer avec les myriapodes et les crustacés. Donc les myriapodes et les crustacés, elles appartiennent à un sous-embranchement des mandibulates. Au cours de la dernière vidéo, nous avons discuté surtout les chélicérates. Donc les arthropodes, ou bien les vrais arthropodes, on peut les diviser en deux sous-embranchements. Il y a le sous-embranchement des chélicérates, donc qui ont des chélicères, c'est-à-dire des pattes au niveau de la cavité buccale qui se sont transformées en des chélicères et qui servent surtout pour la nutrition et la capture des proies. Et il y a l'autre sous-embranchement, c'est l'embranchement des mandibulates ou bien des antennates. Au lieu des chélicères, elles ont des mandibules, et les mandibules elles correspondent à des mâchoires. Okay, cette classe des mandibulates, super classe de mandibulates, donc on a trois classes, la classe des myriapodes, la classe des crustacés et la classe des hexapodes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler surtout des myriapodes et des crustacés. Donc, ce sous-embranchement des antennates, ou bien des mandibulates, donc ce sont des arthropodes, mais qui ont des appendices, bien sûr articulés, donc on est chez les arthropodes. Ces appendices articulés, ils sont soit uniramés ou bien biramés. La dernière fois, nous avons vu les définitions et quelques exemples de ces appendices. Donc uniramés, ils sont formés d'une seule partie, et biramés, ce sont des appendices qui sont formés par deux parties, une partie externe et une partie interne. Et ces appendices, ils sont en nombre n, c'est-à-dire variable, surtout chez les myriapodes, et ils sont au nombre de 3 paires chez les hexapodes. Donc chez les mandibulates, le nombre des appendices, soit il est élevé, il est variable, comme chez les myriapodes, ou bien exactement 3 paires, comme chez les hexapodes. Donc ils ont un mode de vie marin, aquatique, surtout chez les crustacés, ou bien terrestre, surtout dans les endroits humides tels que les myriapodes, ou bien terrestre, y compris dans les endroits ou bien les milieux les plus secs, comme chez les insectes ou bien les hexapodes. Donc ils colonisent tous les milieux marins, aquatiques, terrestres, humides ou bien terrestres secs. Ces mandibulates, ils se distinguent, comme nous l'avons vu pour le sous-embranchement des chélicérates, donc ils se distinguent par quelque chose qui est spécifique à ce sous-embranchement. Donc la première chose, c'est que chez les mandibulates, il y a la transformation d'une paire d'appendices qui se trouvent au niveau de la région buccale. Et plus exactement, qui se trouve au niveau du troisième segment de la région céphalique. Le troisième segment, les appendices portés par le troisième segment de la région céphalique ou bien de la tête, se sont transformés en des mandibules. Et ces mandibules, tout simplement, ce sont deux pièces, comme vous voyez sur cette photo, deux pièces buccales qui se referment l'une sur l'autre et elles jouent le rôle d'une mâchoire. Et ces mandibules, elles servent surtout à découper l'alimentation et à mâcher et fragmenter les proies ou bien l'alimentation. Ce sont deux pièces qui se referment l'une à l'autre et jouent le rôle de mâchoire. Et cette mâchoire, elle permet de découper et de mâcher l'alimentation, ou bien la nourriture, ou bien les proies. C'est ça le premier caractère distinctif chez le sous-embranchement des mandibulates, c'est la présence des mandibules. Et ces mandibules, ce sont tout simplement des appendices qui sont portés par le troisième segment céphalique et se sont transformés pour assurer un rôle dans l'alimentation, et elles jouent le rôle d'une mâchoire. Également, elles n'ont pas de chélicères, sinon ça serait des chélicérates. Donc les chélicères, ils sont absents, et également ils n'ont pas de pédipalpes. Les pédipalpes, nous l'avons vu la dernière fois, ce sont des pattes qui ont un rôle sensorial. On le retrouve surtout chez la classe des arachnides. Et le troisième caractère distinctif, c'est la présence des antennes. C'est pour cette raison les mandibulates sont également connus sous le nom d'antennates.
Donc la présence des antennes, et ces antennes, elles sont en nombre soit d'une seule paire d'antennes, ou bien de deux paires d'antennes. Donc deux paires d'antennes, elles se rencontrent chez les crustacés. Donc les crustacés, nous allons voir tout à l'heure qu'ils ont deux paires d'antennes, elles ont des antennules et elles ont des antennes. Et chez les autres classes des mandibulates, donc ils ont une seule paire d'antennes. On va commencer par la superclasse des myriapodes. Donc au niveau des mandibulates, nous avons vu qu'on a les myriapodes, les crustacés et les hexapodes. Donc on commence par les myriapodes. Donc les myriapodes, il y a le nom grec du mot grec myris, c'est-à-dire qu'il signifie dizaines de milliers. Et pod, pied. Donc ce sont des animaux qui ont plusieurs pieds, des dizaines de milliers de pieds. Ou bien ils ont des pieds nombreuses. Donc ces myriapodes, ils se caractérisent par une métamérisation, cette fois-ci une métamérisation homonome. La dernière fois, lorsque nous avons parlé des arthropodes en général, nous avons dit qu'ils ont une métamérisation hétéronome, mais toujours il y a des exceptions dans la science. Donc les myriapodes, ils sont caractérisés par une métamérisation homonome, donc les segments du corps, ils sont plus ou moins identiques. Et au niveau également de la tagmatisation, donc ils ont uniquement deux tagmes. Chez les chélicérates, nous avons vu que la majorité des chélicérates, ils ont trois tagmes, ou bien ils ont trois régions bien distinctes. Chez les myriapodes, ils ont uniquement la tête, une région céphalique, et un tronc multisegmenté, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs segments, et le nombre de segments, on va voir qu'il est variable en fonction des classes des myriapodes. Donc les appendices, ils sont plus articulés et uniramés. Ils portent plusieurs articulations et ils sont formés, ils ne sont pas ramifiés, ils sont formés en une seule partie. Donc ils ont une respiration trachéenne. Donc la respiration trachéenne, nous avons vu la dernière fois lorsque nous avons parlé des caractères généraux des arthropodes. Donc ils respirent à travers un réseau de trachéoles qui se trouve à l'intérieur du corps, et ce réseau de trachéoles, il est relié à des ouvertures qu'on appelle les spiracles et qui se trouvent à la surface du corps des arthropodes en général. Et ce réseau, il permet l'entrée directe de l'air jusqu'aux cellules et tissus sans passer par la circulation sanguine. Donc ils ont un appareil excréteur de type malpigien, c'est-à-dire qu'on a des tubules qui déversent leurs produits directement au niveau de l'intestin, comme chez les insectes. Donc ils ont des yeux simples au ocelles, et les yeux composés, ou bien les yeux à facettes, ils sont absents. Ce sont des espèces gonochoriques, c'est-à-dire des espèces chez lesquelles les sexes sont séparés, il y a un dimorphisme sexuel, et le développement il est direct, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le stade larvaire. Donc on le retrouve dans le milieu terrestre, donc ce sont des animaux surtout terrestres, mais plus particulièrement dans les endroits humides. Pourquoi dans les endroits humides? Parce que la cuticule chez les myriapodes est plus ou moins perméable. Donc ça leur pose un problème de dessiccation. Donc pour éviter la dessiccation, donc ils vivent surtout dans les régions humides, dans le milieu terrestre. Cette super classe des myriapodes, donc on a quatre classes. On a les chilopodes, les diplopodes, les symphiles et les pauropodes. On va commencer par les chilopodes, bien les généralités sur les chilopodes. Donc les chilopodes, on a environ 3000 espèces qui sont connues actuellement. Ce sont des animaux qui sont très actifs. Donc ils sont très actifs, c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse élevée de locomotion, de déplacement. Ils ont un corps aplati, segmenté bien sûr, mais le nombre de segments il est variable de 15 à 193. Donc ça dépend des ordres des familles. Le nombre de segments il varie de 15 à 193, et pour cette raison on les appelle les centipèdes, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 100 pieds. Ils ont une seule paire de pattes par segment, à l'exception du premier segment et des deux derniers segments qui ne portent pas d'appendice. Donc tous les autres segments ils portent une seule paire de pattes par segment.
Au niveau du dernier segment, il est plus long, donc est un peu aplati. Il joue un rôle sensoriel chez les chilopodes. Et une particularité également chez les chilopodes, c'est que le premier segment du tronc est modifié, ou bien les appendices du premier segment du tronc ou bien de l'abdomen, elles sont modifiées en une structure qu'on ne rencontre pas chez les autres arthropodes. C'est un cas unique chez les arthropodes. Donc les appendices de ce premier segment du tronc ils sont modifiés en des structures qu'on appelle les forcipules. Et ces forcipules, donc ce sont des longs crochets venimeux, c'est-à-dire qui sont reliés à des glandes à venin. Et c'est surtout pour permettre à l'animal de se défendre et également pour permettre à l'animal de capturer ses proies étant donné que ce sont des animaux carnivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'insectes ou bien d'autres arthropodes. Donc chez les chilopodes, les sexes sont séparés, donc ce sont des animaux gonochoriques, ovipares ou bien vivipares, et elles ont un développement direct et qui ne passe pas par de métamorphose. Donc il n'y a pas de métamorphose chez les chilopodes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la forme jeune et la forme adulte. Donc, il n'y a pas de métamorphose. Ce sont donc des animaux carnivores, ils se nourrissent d'insectes ou bien d'autres arthropodes. Sur ces photos et ces schémas, donc, vous avez une schématisation d'un corps d'un chilopode, le scolopendre. Vous voyez très bien que le corps est divisé en deux régions. Donc, il y a la tête qui porte les organes sensoriels et les autres. Et il y a le tronc qui est plurisegmenté, donc il est formé par un nombre variable de segments, et ce nombre il varie en fonction des ordres et des familles des chilopodes. Donc les dernières pattes, elles sont allongées, donc, portées par le dernier segment, elles sont allongées, donc ils vont jouer un rôle sensoriel. Et vous voyez très bien que chaque segment, il porte une paire de pattes, donc on a une paire de pattes par segment. Là, vous avez un gros plan sur la région céphalique pour voir surtout que le premier segment de la région abdominale ou bien du tronc, il est transformé en une forcipule. Et cette forcipule, il correspond et il porte une griffe venimeuse qui sert pour la défense et pour la capture des proies. Là, vous avez une photo d'un scolopendre. Vous avez les antennes, ce sont des antennates, et vous avez les derniers segments qui sont aplatis. Et là, vous avez une vue ventrale de la tête d'un chilopode. C'est surtout pour vous montrer les forcipules qui se terminent par une griffe venimeuse. La deuxième classe, c'est la classe des diplopodes. Donc, dans les diplopodes, vous avez le terme diplo, c'est-à-dire le double ou bien deux. Ce sont des espèces, on a environ 1000 espèces décrites actuellement. Par comparaison aux chilopodes qui ont un corps aplati, donc les diplopodes, ils ont un corps cylindrique. Les segments, ce qui est caractéristique chez les diplopodes, c'est qu'il y a fusion de segments du tronc. Donc au niveau du tronc, on aura fusion de certains segments 2 par 2. En réalité, chaque segment du corps d'un diplopode, il correspond réellement à la fusion de deux segments. Et au niveau de chaque segment, donc, on va parler d'un diplosegment. Pourquoi? Parce qu'il correspond à la fusion de deux segments. Donc les segments ils vont fusionner 2 par 2. Et chaque segment, ou bien chaque diplosegment, il va contenir deux paires de pattes, deux paires de ganglions nerveuses, deux paires, ou bien deux ostioles et deux spiracles. Donc, les ostioles, ce sont des ouvertures qui permettent l'entrée du sang ou bien de l'hémolymphe dans le cœur. Et les spiracles, ce sont des ouvertures qui permettent la respiration trachéenne et l'entrée de l'air. Donc les diplopodes ils sont caractérisés par la fusion de segments de leur tronc, et cette fusion se fait 2
par deux. C'est pour cette raison qu'ils les appellent les diplopodes. Ce qui fait que au niveau de chaque segment d'un diplopode ou bien d'un diplosegment, on va trouver deux paires de pattes. Donc, chez les chilopodes, on a une seule paire de pattes. Chez les diplopodes, on a deux paires de pattes. Donc ce sont des animaux peu actifs, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas rapidement. Et en cas de danger, lorsqu'on les touche ou bien lorsqu'ils sentent un danger, donc ils vont s'enrouler sur eux-mêmes dans le cas de danger. Donc chez la majorité des diplopodes, donc les pattes du septième segment se sont spécialisées comme des organes reproducteurs, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir dans la reproduction des diplopodes. Également, ces diplopodes, donc ils sont peu actifs, ils n'ont pas de forcépule pour se défendre, donc ils ont un mécanisme spécifique de défense, c'est la présence du côté latéral du corps de glandes répugnantes. Ces glandes répugnantes, ils vont sécréter des substances toxiques de mauvaise odeur, des substances qui vont faire fuir les prédateurs. Donc c'est un mécanisme spécial de défense grâce à ces glandes répugnantes qui se trouvent du côté latéral du corps. Également, ils ont une respiration trachéenne, mais la particularité chez les diplopodes, c'est que les spiracles ne se ferment pas. Donc ils sont toujours ouvertes et ça pose un problème de dessiccation. C'est-à-dire que si ces diplopodes se trouvent dans un endroit sec, donc il va rapidement perdre de l'eau. Et pour contourner ce problème, donc les diplopodes, surtout, ils vivent cachés dans des endroits qui sont très humides pour éviter la dessiccation du corps. Ce sont des espèces généralement herbivores. Donc si on veut comparer entre les chilopodes et les diplopodes, les chilopodes ce sont des espèces très actives, ils ont un corps aplati, ils ont uniquement une seule paire de pattes par segment et ce sont des animaux carnivores. À l'opposé des chilopodes, donc les diplopodes, ils ont deux paires de pattes par segment, ils ont des segments qui sont fusionnés deux par deux et sont peu actifs. Également, ils n'ont pas de forcépule pour se défendre, donc il y a la présence de ces glandes répugnantes. Et dernièrement, en général, ce sont des herbivores. Sur ces schémas et ces photos, donc, vous avez des représentations de certains diplopodes. Vous voyez très bien que chaque diplosegment, ou bien chaque segment du corps, il porte des pattes en double. Donc, une double paire de pattes par segment. Vous voyez très bien ça sur la photo. Donc, sur chaque segment du corps, qui correspond en réalité à la fusion de deux segments, donc vous avez deux pattes, deux paires de pattes par segment du corps. Donc, en cas de danger, l'animal s'enroule sur lui-même. Donc, c'est l'exemple de 1000 pattes. Et là, vous avez un gros plan sur la région céphalique, qui est le premier segment du tronc. Vous avez qui porte des yeux, des antennes, donc des mandibulates, donc il a une mandibule. Et là, vous avez les premiers segments du corps, ou les premières pattes, appendices du corps, et vous remarquez très bien l'absence de forcipules. Donc les forcipules, c'est uniquement chez les chilopodes. La troisième classe chez les myriapodes, c'est la classe des symphiles. Les symphiles, donc, ce sont des myriapodes de très petite taille, de 0,5 à 8 mm, donc ils ont une taille millimétrique. On a peu d'espèces, donc environ 160 espèces qui sont décrites actuellement et qui appartiennent à deux familles. Leur corps il est formé de 14 segments. Vous voyez très bien que le nombre des segments chez les chilopodes et les diplopodes est variable. Donc chez les symphiles, on a 14 segments. Ils n'ont pas des yeux, donc ils sont aveugles, mais l'absence des yeux est remplacée par la présence d'organes sensoriels ou bien de structures sensorielles qui se trouvent surtout à la base de leurs antennes. Donc ils ont une paire d'antennes, ce sont des antennates et des mandibulates. Les antennes également, ce sont des antennes qui sont longues, mais qui sont, si vous voulez, articulées. Les antennes, elles aussi, comme les autres appendices, elles sont plus articulées. Et là, sur la photo, vous voyez très bien
qu'on a plusieurs articulations au niveau des antennes. Donc les antennes, ce sont des appendices, et comme chez les arthropodes, les appendices ils sont articulés, la même chose au niveau, on va la trouver au niveau des antennes. La dernière classe, c'est la classe des pauropodes. Les pauropodes, environ 500 espèces décrites, donc c'est peu d'espèces, et elles ont une petite taille de quelques millimètres. La tête elle est très réduite. Il y a la présence des organes de sens et parfois l'absence des yeux, donc des vrais yeux, donc ils sont remplacés par des structures qui assurent les interactions avec leur environnement. Leur corps il est formé de 12 segments, et ces 12 segments ont 9 paires de pattes. Pourquoi? Parce que au niveau de la première paire et des deux derniers segments, donc ils n'ont pas de pattes, les pattes elles sont absentes. Ils ont des antennes, mais cette fois-ci des antennes qui sont biramées. Vous voyez très bien sur ce schéma les antennes biramées, donc il y a des ramifications. Ils ont une trachée, un système, la trachée ou bien les stigmates qui assurent la respiration trachéale et le système cardiovasculaire, ils sont absents, donc ce sont des formes primitives chez les myriapodes. Ils vivent surtout ce sont des décomposeurs, donc ils vivent surtout dans les débris des végétaux, le bois pourri, ou bien parfois on les trouve surtout sous les pierres. Donc après la superclasse des myriapodes, on va passer à une superclasse qui est très importante surtout du point de vue nombre, du point de vue biodiversité au niveau de cette superclasse, c'est la superclasse des crustacés. Donc ces crustacés, vous avez le terme crusta qui correspond ou bien qui veut dire croûte. Donc pourquoi crustacés? Parce que leur carapace elle est calcifiée. Donc elle est sous forme d'une croûte calcifiée. C'est pour cette raison qu'on les appelle les crustacés. Donc la carapace au niveau céphalique elle est calcifiée. Parfois cette carapace elle est très réduite, par exemple chez les amphipodes et les isopodes, donc la carapace elle est très réduite. Et lorsqu'elle est présente, elle peut protéger le corps entier, ou bien parfois elle protège uniquement la région céphalique. Donc chez les crustacés, la présence ou bien la carapace elle est de nature calcifiée, parfois elle est bien développée, parfois elle est très réduite. Et lorsqu'elle est là, donc elle peut protéger le corps entier ou bien uniquement le céphalothorax. Donc ces crustacés, ce sont surtout des animaux marins, des espèces marines, mais parfois on peut trouver des espèces des eaux douces ou bien carrément des espèces terrestres, et on voit quelques exemples de crustacés terrestres. Donc leur corps est segmenté, le nombre de segments est variable, on peut trouver 16 à 20 segments, et on a des crustacés chez lesquels le nombre est élevé, on peut arriver à 60 segments au niveau du corps. Et en général, chez les crustacés, ou bien la tendance de l'évolution chez les crustacés, donc les crustacés les plus évolués, ils ont moins de segments et plus de tagmatisation. Donc l'évolution chez les crustacés est la tendance à diminuer le nombre de segments et augmenter la tagmatisation. C'est-à-dire chez les crustacés primitifs, donc ils ont plus de segments et moins de tagmatisation. Et les crustacés les plus évolués, on va retrouver un nombre réduit de segments, mais des tagmes plus élevés par rapport aux crustacés primitifs. Donc leur corps est tagmatisé, c'est-à-dire qu'il est formé par des régions spécialisées. Et chez les crustacés, donc on va utiliser des termes spéciaux pour parler de ces tagmes. Donc la même chose comme chez les chélicérates, lorsque nous avons parlé du prosome et de l'opistosome. Donc chez les crustacés, donc on va retenir que la tête c'est le céphalon, et en général elle est formée par 5 segments. Le thorax c'est le périon et l'abdomen c'est le pliant. Donc pour bien parler de la tagmatisation chez les crustacés, donc on doit utiliser les termes
céphalon pour désigner la région céphalique ou bien la tête, et utiliser le périon pour désigner la région thoracique et le plion pour désigner la région abdominale. Donc la présence de ces trois tagmes, céphalon, périon et plion, elle est presque présente toujours chez les crustacés, à l'exception d'un groupe qui s'appelle les rémipèdes, qui ont uniquement deux tagmes, la tête et le tronc. Mais cette tagmatisation avec trois tagmes, elle est plus ou moins constante chez les crustacés, à l'exception de quelques classes, ou bien par exemple chez les rémipèdes qui ont uniquement deux tagmes. Et d'une façon générale, donc là sur cette photo, sur ce schéma, donc vous avez les différents tagmes qu'on peut rencontrer chez un crustacé typique. Et ce crustacé, donc, il ne correspond à aucune espèce réelle, c'est juste à titre d'illustration et de schématisation. Donc vous avez la région céphalique, elle est toujours formée par 5 segments. Dans certains cas, on peut trouver des segments qui vont fusionner, mais à l'origine, donc on a toujours 5 segments qu'on retrouve au niveau de la région céphalique. Le nombre au niveau de la région thoracique, ou bien au niveau de périon, donc il est variable, la même chose au niveau de la région abdominale ou bien au niveau de plion. Donc leur corps, il correspond par un segment qui s'appelle la cran et se termine par un segment qui s'appelle le telson. Là, vous avez les appendices qui sont au niveau de la région céphalique. Et là, les appendices qu'on retrouve au niveau de la région thoracique ou bien au niveau du périon, on les appelle les périopodes. Et les appendices qu'on retrouve au niveau de l'abdomen ou bien au niveau de plion, on les appelle les pliopodes. Donc, il faut très bien retenir ces termes pour ne pas se perdre. Donc, parmi les caractères généraux également de ces crustacés, donc ils ont des appendices pluriarticulés comme chez tous les arthropodes, mais ces appendices ils sont biramés. C'est-à-dire qu'ils sont formés par deux parties, une partie qui se trouve à l'extérieur, externe par rapport au corps, et une partie qui se trouve à côté du corps, ou bien la partie interne. Et chez certaines classes, ou bien chez certains groupes de crustacés, on peut trouver des appendices uniramés. Mais les appendices biramés, ils sont présents uniquement chez les crustacés, on ne va pas les retrouver chez les autres classes. Également, ils ont des mandibules pluriarticulées, et ces mandibules, elles servent par exemple, pour mordre, pour se défendre, ou bien pour percer le corps de leur proie, ou bien pour mâcher, ou bien pour broyer les aliments. Donc cette mandibule, ces mandibules, ils sont polyvalentes, donc polyvalentes, ils peuvent jouer plusieurs rôles, surtout des rôles qui sont liés à l'alimentation ou bien à la défense. Donc les crustacés, ils respirent par des branchies, ou bien parfois on peut trouver des régions spécialisées dans le corps des crustacés qui assurent la respiration, par exemple au niveau de leurs pattes, de certains de leurs pattes qui se sont modifiées pour assurer la respiration. Donc pour excréter leurs produits ou bien leurs déchets, donc ils ont des glandes au niveau des antennes ou bien au niveau de leurs appendices buccales, surtout au niveau des maxillaires. Ces antennes qu'on appelle les maxilles, qu'on les appelle les glandes antennales ou bien les glandes maxillaires. Elles ont des yeux, deux types de yeux. Elles ont les ocelles ou bien les yeux simples, et elles ont des yeux composés ou bien les yeux à facettes. Et ces yeux composés, parfois on les trouve pédonculés, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des appendices. Donc on a deux types de yeux, les yeux simples ou bien les ocelles, et les yeux composés ou bien les yeux à facettes. Et parfois ces yeux à facettes ils sont pédonculés, c'est-à-dire portés par des appendices. Donc les crustacés sont surtout des animaux gonochoriques, parfois hermaphrodites, et surtout des rares cas de parthénogenèse chez les crustacés. Sur cette diapo, j'ai mis quelques appendices d'un crustacé chez l'écrevisse. Donc et là, vous avez les appendices qu'on retrouve au niveau de la région céphalique. Donc on a 5 appendices.
le premier appendice A1, ce sont des anténules. Vous voyez très bien que ces anténules, ils sont biramés. Ensuite, on a des antennes en A2. Les antennes également, ils sont biramées. Vous avez deux parties, une partie externe et une partie interne. Et on a les autres pièces buccales, on a les mandibules. Donc ce sont des mandibulates. Et les mandibules, elles sont également pluriarticulées. Et elles sont formées par deux parties, par l'endopode et par l'exopode. Donc ils ont deux parties. Après les mandibules, on a les maxillules et la dernière pièce buccale, c'est les maxilles. Donc on a les anténules A1, les antennes A2, les mandibules MD, les maxillules MX1 et les maxilles MX2. Donc ce sont les appendices de la région céphalique. Ensuite, vous avez les appendices de la région thoracique. Le nombre est variable et on commence toujours par les maxillipèdes. Ça dépend des groupes du crustacé. On peut trouver parfois des maxillipèdes qui sont absents, chez d'autres, en général de 0 à 3 paires de maxillipèdes. Et ces maxillipèdes, si vous voulez, ce sont des pieds mâchoires. Vous avez la maxille et vous avez pède pied. Donc ce sont des appendices qui servent pour la nourriture et pour l'alimentation. Après, on va trouver des appendices qui sont spécialisés dans la locomotion. Par exemple, des appendices locomoteurs. Le premier appendice locomoteur et le quatrième appendice locomoteur. Ensuite, on peut trouver des appendices qui se sont transformés en des pattes natatoires, surtout pour permettre la natation chez les crustacés. Et chez certaines classes de crustacés, par exemple chez les crevisses, on a certains appendices qui sont modifiés en ce qu'on appelle les hélipèdes. Donc ce sont des appendices qui sont modifiés en pinces. C'est surtout pour se défendre et pour la capture des proies. Et sur ce schéma-là, vous avez la représentation schématique d'une paire de pattes chez les crustacés, surtout pour vous montrer les pattes biramées et pluriarticulées. Donc vous avez l'endopodite, c'est la partie qui se trouve vers le corps du crustacé, et vous avez l'exopodite, c'est la partie qui se trouve du côté interne. Et parfois, on peut trouver au niveau de l'exopodite ou bien de l'endopodite, quel que soit les soies, portés par l'exopodite ou bien l'endopodite. Et la partie commune entre l'endopodite et l'exopodite, on l'appelle la protopodite. Donc la patte ou bien l'appendice typique d'un crustacé. Donc on a une région commune qui s'appelle le protopodite, et cette région commune, il part deux parties, une partie externe l'exopodite et une partie interne l'endopodite. Également, ces crustacés, donc, ils doivent avoir des caractères qui nous permettent de les distinguer des autres arthropodes, des autres classes des arthropodes, des autres classes des antennates ou bien des mandibulates. La première chose, c'est qu'au niveau des crustacés, on a la présence de 5 appendices céphaliques. C'est typique chez les crustacés, on a la présence de 5 appendices céphaliques, et parmi ces 5, on a 2 paires d'antennes. C'est-à-dire au total, au niveau de la région céphalique, on aura 2 paires d'antennes et 3 paires d'appendices buccaux. Donc on a les anténules et les antennes, et on a 3 paires d'appendices buccaux qui sont les mandibules, la première maxille ou bien la maxillule, et la deuxième maxille ou bien tout simplement la maxille. Donc on a les anténules, les antennes et mandibules, maxillule ou bien la première maxille et la deuxième maxille. Donc on a 2 paires d'antennes et 3 paires d'appendices buccaux. Donc c'est le premier caractère distinctif des crustacés. Le deuxième caractère, c'est
c'est surtout un caractère en ce qui concerne leur développement embryologique. Donc, ils commencent toujours leur développement par une larve qui a une forme typique, donc une larve triangulaire qu'on appelle la larve Nauplius. Pour reconnaître un arthropode, pour être sûr de la classification d'un crustacé, surtout il faut voir son développement embryonique. Et chez les crustacés, le développement embryonnaire, en général, il commence par une larve. Et cette larve, elle est typique, elle a une forme typique qu'on ne va pas la retrouver chez les autres embranchements du règne animal et chez les autres les classes des arthropodes. Cette larve, elle a une forme typique, une forme triangulaire. C'est par cet état, cette larve que commence le développement des crustacés. Donc au niveau des crustacés, c'est la présence de 5 paires d'appendices au niveau de la région céphalique. Et parmi ces appendices, on a 2 paires d'antennes, antennule et antenne, et la présence de la larve Nauplius, qui est caractéristique de la majorité des crustacés. En ce qui concerne leur classification, donc les crustacés, c'est une superclasse qui est très très diversifiée. Donc, il compte environ 67 000 espèces qui sont actuellement connues, c'est-à-dire qui sont décrites, et on estime que plus de 150 000 espèces n'ont pas été encore décrites. Donc vous voyez très bien que c'est une superclasse qui est très très bien diversifiée au niveau de la diversité biologique, et les crustacés en général, on les qualifie d'insectes de mer, c'est-à-dire si vous voulez, c'est l'équivalent des insectes terrestres. Ce sont les crustacés qu'on retrouve au niveau de la mer de point de vue diversité. Donc c'est une superclasse qui est gigantesque, qui est énorme, et elle contient environ 67 000 espèces, et d'une façon générale, ces 67 000 espèces, on les divise en 5 classes. Donc là, vous avez un cladogramme des crustacés. Donc sur ce cladogramme, il y a certaines caractéristiques qui caractérisent les classes. Donc c'est en anglais, mais c'est un anglais simple. Ce n'est pas très compliqué. Donc là, à la base, vous avez l'ensemble des caractères qui sont propres ou bien qui sont communs à toutes les classes des crustacés. Et là, vous avez les caractères qui différencient chaque classe des autres. Donc là, ces crustacés, donc, ils sont divisés en 5 classes. Vous avez la classe des Remipidia, ou bien les Remipèdes. Vous avez la classe des Céphalocarides, ou bien les Céphalocaridas. Vous avez la classe des Branchiopodes. Vous avez la classe des Maxillopoda. Et vous avez la classe des Malacostraca, ou bien les Malacostracés. Donc chez les crustacés, on a 5 classes. Donc les crustacés les plus primitifs, ce sont les Remipidia. Et lorsqu'on remonte, donc on va arriver chez les crustacés les plus évolués, qui sont les Malacostraca. Et vous voyez que au cours de leur évolution, donc ils vont acquérir certains caractères, ou bien également ils vont perdre certains caractères pour arriver chez les crustacés les plus évolués, ou bien les Malacostraca. Donc on va essayer de donner quelques caractéristiques pour chaque classe, donc d'une façon générale, sans entrer dans les détails de la taxonomie. Donc les Remipèdes, donc ce sont des crustacés les plus primitifs. Pourquoi les plus primitifs? C'est surtout parce que leur corps, la métamérisation, elle est homonome, donc c'est également les appendices qu'on retrouve au niveau de leur corps, ils ont presque la même forme, donc il n'y a pas de différenciation de certains appendices ou bien de transformation de certains appendices. Donc pour cela, on les considère comme des primitifs. Donc on a une dizaine d'espèces qui vivent à des profondeurs allant jusqu'à 1500 mètres de profondeur. On les retrouve dans le milieu marin. Donc ce sont des espèces marines, vermifores, donc qui ont un corps qui correspond à un corps d'un ver, et ils sont en général de petite taille. Donc, tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la tagmatisation chez les crustacés, nous avons dit que les crustacés en général, c'est 3 tagmes: le céphalon, le périon et le plion. Donc on a dit qu'on a une exception chez les Remipèdes. Les Remipèdes, donc on a 2 tagmes. Vous avez la tête et le tronc, formés avec un nombre de segments variable de 25 à 38 segments, ça dépend du groupe des Remipèdes. La carapace, elle est absente,
mais parfois il est remplacé par un bouclier. On parle d'un bouclier céphalique qui va protéger la région du corps ou bien la région céphalique. Ils ont une paire d'appendices par segment. Ces appendices, comme vous voyez, ils sont aplatis ou bien foliacés. Surtout, ça sert pour la nage. Et on a une paire d'appendices par segment. Et ces appendices, comme chez les crustacés, donc ce sont des appendices biramés. Ils ont également des anténules, des antennes et des anténules, mais les anténules, ils sont biramés. Ils n'ont pas de yeux, donc les yeux, ils sont absents. La deuxième classe, c'est la classe des céphalocaridas. Également, ce sont des crustacés primitifs. Donc leur corps il est allongé, c'est un corps qui est fin et allongé, mais ils ont une taille généralement inférieure à 3,7 mm. Donc c'est le maximum, la taille maximale des céphalocarides. Et on connaît actuellement une dizaine d'espèces qui sont divisées ou bien qui sont réparties en 5 genres. Ce sont des espèces marines et détritivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des détritus ou bien des substances, de particules de petite taille. Leur corps est tagmatisé bien sûr, mais on a 3 tagmes cette fois-ci. On a la tête, le thorax et l'abdomen. Donc on a le céphalon, le périon et le plion. La tête, elle porte toujours ces 5 segments. Le thorax, il porte 8 segments. Et l'abdomen, il est formé de 11 segments. Et on a un segment terminal qu'on appelle le telson. Donc les appendices, on les retrouve surtout au niveau du thorax et de la région céphalique. Donc l'abdomen, il est dépourvu d'appendices abdominaux. La carapace, elle est absente, mais pour protéger la région céphalique, donc ils ont, comme chez les rémipèdes, ils ont un bouclier céphalique. Les yeux, ils sont absents. Ils n'ont pas de maxillipèdes, c'est-à-dire des pieds mâchoires ou bien des pieds qui assurent la capture des proies et l'alimentation. Et ce sont des organismes hermaphrodites. Le bouclier céphalique, c'est sur ce schéma-là, c'est cette région. Ce n'est pas une carapace, mais un bouclier qui joue le rôle de protection de la région céphalique. Là, vous avez les caractéristiques des crustacés, les antennules, les antennes, et les appendices biramés, uniquement au niveau de la région thoracique ou bien au niveau du périon. Donc, ils n'ont pas d'appendice au niveau de la région abdominale. Là, vous avez un schéma d'un appendice foliacé ou bien d'un appendice aplati des céphalocarides. Donc, vous avez l'endopode et vous avez l'exopode et vous avez la partie commune ou bien le protopode. La troisième classe, c'est la classe des bronchiopoda ou bien des bronchiopodes. Donc, c'est une classe qu'on retrouve chez les crustacés, mais il ne faut pas confondre avec un embranchement, les brachiopoda. Donc il faut faire très attention. Les bronchiopodes, c'est une classe des crustacés et les brachiopoda, c'est un embranchement chez les lophotrochozoaires. Donc c'est un embranchement du règne animal. Ces bronchiopoda, donc ce sont des espèces un petit peu diversifiées. Donc on a environ 9000 espèces connues actuellement. Et ce sont surtout des crustacés qu'on va retrouver uniquement dans les eaux douces. Et ces bronchiopodes, donc ils ont une propriété très intéressante, c'est que ces bronchiopodes, ils ont un cycle de vie qui est très court. C'est-à-dire que la durée de vie des bronchiopodes, ça ne dépasse pas quelques semaines. Et donc, ils préfèrent vivre dans des eaux temporaires, des eaux douces, surtout les eaux temporaires, par exemple après la pluie ou bien après en hiver. Donc il y a les eaux et ces eaux ne sont pas permanentes, elles sont temporaires, elles sont là pendant un certain temps, puis elles vont disparaître. Et lorsque les eaux elles vont disparaître, donc ces bronchiopodes, ils vont entrer dans une forme de résistance pour permettre de passer la saison défavorable jusqu'à la prochaine fois où la pluie va tomber. Donc les eaux ils reviennent, donc surtout dans les eaux temporaires. Et ils ont une forme de résistance qui leur permet de passer la mauvaise saison. Mais leur cycle de vie, c'est-à-dire que les bronchiopodes, leur durée de vie, c'est
on verra en quelques semaines, puis ils vont entrer dans une forme de résistance. Au niveau de leur corps, ils ont une faible tagmatisation, mais également ils ont des appendices foliacés, comme vous voyez sur ces photos. Et au niveau des branchiopodes, on a 3 ordres. On a les Anostraka, le Notostraka et les Diplostraka. Donc vous avez l'ordre des Notostraka, les Diplostraka et l'ordre des Anostraka. Donc on a 3 ordres au niveau de cette classe. Également, ils ont un nombre variable de segments. Donc le nombre de segments, ça ne vous donne pas une idée sur les branchiopodes. Pourquoi? Parce qu'elle est variable. Donc on peut trouver un faible nombre et on peut trouver un grand nombre. La 4e classe, c'est la classe la plus importante, c'est la classe des Malacostraca. Donc c'est la classe la plus diversifiée, plus de 40 000 espèces qui sont connues actuellement. Et cette classe de Malacostraca, on la divise habituellement et traditionnellement en 2 sous-classes, les Phyllocarida et les Malacostraca, c'est-à-dire les vrais Malacostraca. Et ces 2 sous-classes, donc on a 14 ordres et plusieurs familles. Donc ce n'est pas évident de vous donner l'ensemble des ordres et l'ensemble des familles, mais je vais vous donner quelques exemples caractéristiques, surtout chez la sous-classe des Malacostraca. Chez Malacostraca, donc ils ont un corps segmenté de 19 à 20 segments. Le céphalon, il porte 5 segments, le thorax 8 et le pléon 7. Plus ou moins le telson parfois il est présent, parfois il est absent, et lorsque le telson il est là, il est présent, donc il peut être parfois ramifié. Donc ils ont 5, 8, 7. La carapace elle est présente, et lorsqu'elle est présente, soit elle va couvrir partiellement ou totalement le thorax, ou bien parfois on va trouver des Malacostraca chez lesquels la carapace elle est réduite ou bien elle est carrément absente. Les antennes et antennules biramées, donc ils ont 2 paires d'antennes, une antenne et des antennules biramées. On a ces 2 sous-classes, les Phyllocarida et la sous-classe des Malacostraca. Pour différencier entre ces 2 sous-classes, c'est le plan d'organisation. Chez les Phyllocarida, leur corps est formé par 5 segments céphaliques, 8 segments thoraciques et 7 segments abdominaux, plus le telson. Par contre, les Malacostraca, c'est-à-dire les vrais Malacostraca, leur plan d'organisation, ou bien leur corps, il est formé selon le plan de 5, 8, 6, plus le segment. C'est-à-dire qu'ils ont toujours 5 segments céphaliques, c'est typique chez tous les crustacés, mais au niveau de leur segment thoracique, ou bien au niveau de leur abdomen, donc le nombre il peut varier. Donc les Malacostraca, il faut bien retenir ces plans d'organisation. Donc ils ont 5 segments céphaliques, 8 segments thoraciques et 6 segments abdominaux. Donc il y a la différence d'un seul segment au niveau de l'abdomen qui différencie entre les Phyllocarida et les Malacostraca de point de vue plan d'organisation, mais il y a d'autres caractères qui diffèrent entre ces 2 sous-classes. Donc les Malacostraca, ce sont les crustacés les plus évolués, et en général on retrouve 6 ordres à l'intérieur de cette sous-classe des Malacostraca. Donc je vais vous donner quelques exemples de quelques ordres qui ont surtout une importance économique. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des espèces ou bien des organismes qui font partie de l'alimentation humaine et qui sont comestibles, donc ils ont un rôle économique très important. Sur ce schéma-là, donc c'est le plan d'organisation basique d'un crustacé Malacostracé ou bien Malacostraca. Vous voyez l'organisation typique chez les crustacés. Donc vous avez les différentes pièces buccales, les maxillules, les maxilles, les mandibules, les antennes, les antennules, les yeux composés. Donc les yeux composés, vous voyez très bien qu'ils sont pédonculés, c'est-à-dire qu'ils sont portés par un pédoncule. Vous avez le céphalothorax, bien qui est formé par la fusion de la région céphalique et de la région thoracique. Et vous avez l'abdomen, ou bien le pliant, qui porte 6 segments. Et au niveau de la région du périon, ou bien de la région thoracique, vous avez
8. Et au niveau de la région céphalique, donc la fusion au niveau de la région céphalique ne laisse pas apparaître les segments, mais les segments ils sont visibles du côté ventral. Donc du côté dorsal, on ne va pas retrouver, on ne va pas observer, voir la segmentation, mais si on retourne l'animal du côté ventral, on peut très bien voir qu'il a 5 segments au niveau de la région céphalique. Donc le plan d'organisation c'est 5, 8 et 6, et donc c'est un E Malacastraca. Et la région, le corps se termine par le telson, et le dernier segment, il porte ce qu'on appelle les uropodes. Le dernier segment de l'abdomen, il porte des uropodes. Là, vous avez les thoracopodes, ou bien les appendices de la région thoracique, ou bien les périopodes. Donc là, vous avez les pléopodes, là, vous avez les périopodes, ou bien les thoracopodes. Donc les thoracopodes, ce sont les appendices qu'on retrouve au niveau de la région thoracique, ou bien au niveau du périon. Et là, vous avez, je répète, les cinq appendices buccaux qu'on retrouve au niveau de la région céphalique. Donc vous avez les maxillules, les maxilles, la mandibule et les deux paires dentaires, les anténules et les antennes. Donc cette sous-classe des Malacostraca, on va voir 3 ordres. On va commencer par les décapodes. C'est un ordre très important du point de vue surtout économique et du point de vue diversité. Donc il contient les crabes, les crevettes, donc beaucoup d'espèces sont consommées par l'homme. On a environ 18 000 espèces, et ce groupe des décapodes, elle se caractérise par une carapace qui est très bien développée et qui couvre la totalité du thorax, et qui contient une chambre bronchiale qui permet surtout la respiration, une chambre qui contient les bronchies, donc ils jouent un rôle dans la respiration. Elles ont 3 paires de maxillipèdes et 5 paires de périopodes, et ces périopodes ils sont uniramés. Donc les maxillipèdes, je le répète, ce sont des pieds mâchoires, des maxillipèdes ou bien des pieds mâchoires qui interviennent dans la capture des proies et dans l'alimentation. Donc au niveau de la région thoracique, donc on a ces 3 paires de maxillipèdes. Il faut faire très attention, les maxillipèdes, ce ne sont pas des appendices buccaux. Ce sont des appendices qu'on retrouve dans la région thoracique. Donc ce ne sont pas des appendices céphaliques, mais on le retrouve au niveau de la région thoracique. Donc on a 3 paires de maxillipèdes et 5 paires de périopodes. Et on les appelle les décapodes parce qu'ils ont 10 pieds. Donc ils ont 5 paires de périopodes. Donc ce sont des décapodes. Ils ont une segmentation, comme j'ai dit tout à l'heure, visible uniquement du côté ventral, c'est-à-dire du côté dorsal. Les segments n'apparaissent pas très bien, donc il n'y a pas une segmentation bien visible du côté ventral, mais si on retourne l'animal sur son côté dorsal, on va trouver du côté ventral les segments une segmentation bien visible. Donc les décapodes, ils occupent tous les milieux, donc on va les retrouver dans les milieux aquatiques, les différents niveaux du milieu aquatique, mais on a des rares décapodes qu'on va retrouver dans les milieux terrestres. Et les décapodes, ils sont soit sédentaires, peu de mobilité, ou bien ils sont marcheurs, ou bien ils sont fuisseurs. Ils sont carnivores, herbivores ou détritivores, donc les régimes alimentaires ils sont très variés chez les décapodes. Et elles ont une espèce, comme j'ai dit tout à l'heure, une importance économique et écologique. Et la classification de ces décapodes, on ne va pas rentrer dans les détails de la classification, mais elle se fait selon le type des branchies. Et en général, on distingue 3 groupes chez les décapodes: les podobranches, et les arthrobranches et les pleurobranches. Donc on a 3 catégories de décapodes, si vous voulez. On a les podobranches, les arthrobranches et les pleurobranches. Donc ces 3 sont classés selon le type branchial. Là, vous avez un schéma qui illustre l'organisation de base d'un décapode. Donc vous avez tous les appendices ou les caractéristiques qu'on retrouve chez les crustacés en général. Donc vous avez 5 paires d'appendices céphaliques. Vous avez les antennes, les anténules, vous avez la mandibule, vous avez la maxillule,
et vous avez la maxille. Donc au niveau de la région céphalique, au niveau des céphalons, ou bien au niveau de la tête, on a 5 paires. Le deuxième tagme, c'est le thorax. Donc, le thorax, il porte 8 segments. Les trois premiers segments du thorax, ils portent ce qu'on appelle des maxillipèdes. Donc ce sont des pieds, mais qui ne participent pas à la locomotion. Ils participent à l'alimentation. Vous avez 3 paires de maxillipèdes, 1, 2 et 3. Et après, vous avez les périopodes qui sont au nombre de 5. Et en totalité, donc le thorax, il fait 8 segments. Ces périopodes, donc ils assurent la locomotion et ils sont au nombre de 5 paires, donc 10 pattes. C'est pour cette raison qu'on les appelle les périopodes. Et le dernier segment, c'est l'abdomen ou bien le pléon. Donc il porte des pléopodes. Donc on va trouver des appendices ou bien qui sont plus ou moins modifiés, qui sont plus ou moins transformés pour assurer d'autres fonctions que la locomotion. Parfois, il assure la nage, parfois, il assure la respiration. Et le corps, il se termine par un segment terminal qui s'appelle le telson. Et le sixième segment de l'abdomen, il porte ce qu'on appelle l'uropode. Donc, on a 6 appendices au niveau de l'abdomen et on a 8 appendices, 8 paires d'appendices au niveau du thorax et on a 5 paires d'appendices céphaliques au niveau de la tête. Tout à l'heure, nous avons dit que chez les décapodes, donc on a 3 types ou bien 3 catégories ou bien 3 groupes. Donc pour les distinguer, c'est surtout au niveau du type branchial. Et chez les décapodes, en général, les branchies se différencient, se développent à partir de l'épipode, de ces structures-là, des épipodes au niveau des pattes thoraciques. C'est-à-dire au niveau des pattes thoraciques, là vous avez des branchies, et ces branchies elles se développent à partir de, si vous voulez, des appendices, d'une partie d'appendices qu'on appelle les épipodes. Et selon le devenir de ces branchies, soit les branchies ils restent attachés au coxa, c'est-à-dire à l'articulation de l'appendice. D'une façon générale, on les appelle les podobranches, ou bien les pieds, les branchies pieds. Vous avez les branches et vous avez les podos, ces pieds. Donc ce sont si vous voulez, des branchies qui restent attachées aux pieds ou bien aux appendices. Et on a les arthrobranches. On va les retrouver entre la membrane articulaire et la surface du corps. Ce sont, si vous voulez, des appendices, des branchies qui se trouvent au niveau de l'articulation. On les appelle les arthrobranches. Et la troisième catégorie, c'est les pleurebranches. C'est-à-dire que ces branchies ils vont se trouver au niveau, non pas au niveau des appendices, mais on va les retrouver au niveau de la surface thoracique, au niveau de la surface pleurale, au niveau du thorax. Donc c'est très généralement donc la différence entre les 3 groupes chez les décapodes, mais on va pas, c'est un peu très compliqué, on ne va pas entrer dans les détails de ces structures des podobranches, des arthrobranches, pleurebranches. C'est juste pour vous donner une idée sur la signification de ces groupes. Donc là surtout vous avez des photos réelles de certains décapodes, mais tout à l'heure je vous ai dit que certains décapodes, très rarement ils sont terrestres. Là sur cette photo vous avez le crabe de cocotier. Donc c'est le plus grand arthropode terrestre. Donc elle pèse environ 40 kg pour 40 cm de longueur et pour 1 mètre d'envergure. Donc c'est un crustacé, c'est un décapode terrestre, le crabe du cocotier. Le deuxième ordre chez les Homalacostraca, c'est l'ordre des isopodes, ou bien l'ordre des isopoda. Donc ce sont des espèces marines, environ 10 000 espèces. On les retrouve surtout dans le milieu marin, parfois dans les eaux douces, mais on a un nombre très important d'isopodes terrestres, environ 5 000 espèces qui sont des espèces terrestres. Et surtout, il appartient à l'ordre des Onicidia. Les Onicidia, donc ce sont des isopodes terrestres, ils vivent dans le milieu terrestre. Donc ils n'ont pas de carapace, ils ont un corps aplati et il est recouvert par de petites plaques lisses et dures pour assurer une protection donc, à cause de l'absence de la carapace.
Donc ils ont une tête avec une paire d'antennes et deux petits yeux. Le premier segment thoracique, donc il est fusionné avec la tête. Donc ils ont une paire de maxillipèdes et 5 paires de périopodes uniramés. Donc la région thoracique il porte 8 segments, donc qui porte une paire de maxillipèdes et 7 paires de périopodes. Donc chez les décapodes, nous avons vu qu'on a 3 paires de maxillipèdes et 5 paires de périopodes. Donc chez les isopodes, on a une paire de maxillipèdes et 7 paires de périopodes. Et ces périopodes, il assure plusieurs fonctions dans la vie des isopodes. Il assure la marche, la natation, l'alimentation ou bien la respiration par les branchies. Ce sont des animaux décomposeurs et certains groupes ils sont de redoutables parasites, surtout pour les poissons et les autres crustacés. Là, vous avez le cloporte, c'est le crustacé terrestre, Armadillium vulgare, donc c'est un crustacé terrestre. Là, vous avez les détails de sa systématique. Le règne animal, les arthropodes, crustacés, Malacostraca, Isopoda, l'ordre des Onicidia. Donc les Onicidia, ce sont des isopodes terrestres. Certaines espèces d'isopodes sont de redoutables parasites, surtout pour les poissons. Donc, ils se fixent sur la chair de poisson et ils se nourrissent à partir de la chair du poisson. Et on a certaines espèces qui parasitent certains poissons et lorsqu'ils arrivent au niveau de la langue, donc ils vont se fixer sur la langue et elles vont détruire carrément la langue du poisson et le corps entier de l'isopode, il va jouer le rôle de la langue au niveau donc il va profiter de la nourriture qui se trouve au niveau de la bouche, donc il va jouer après la destruction de la langue, donc c'est le corps de cet isopode lui-même qui va jouer la fonction de la langue, donc il va profiter de l'environnement, surtout de la nourriture qui se trouve au niveau de la bouche du poisson. Le troisième ordre des œufs Malacostraca qu'on va étudier, c'est l'ordre des amphipodes. Nous avons vu les décapodes, les isopodes et maintenant les amphipodes. Les amphipodes, c'est un groupe qui est très hétérogène. On a environ 8000 espèces, mais qui a des tailles qui sont très variables, donc de 1 mm et parfois on peut trouver des amphipodes de 25 cm. Ce sont des animaux marins d'eau douce, ou bien très rarement dans le milieu terrestre, on les retrouve surtout dans les zones très, très humides. Ils n'ont pas de carapace, ils ont un corps aplati latéralement. Les oesopodes, ils ont un corps aplati dorso-ventralement, donc les amphipodes, ils ont un corps aplati latéralement. Donc il faut toujours savoir tirer donc, des comparaisons entre les ordres. Ils ont une paire de maxillipèdes et 7 paires de périopodes. Ces périopodes ils sont uniramés. Ils ont des yeux composés, sessiles, parfois ils sont absents. Ils ont des branchies au niveau de la région thoracique. Et les appendices qu'on retrouve dans les régions thoraciques ou bien dans les régions abdominaux, se sont spécialisés, se sont différenciés. Donc ils sont arrangés en des groupes en fonction de leur structure et en fonction de leur fonction. C'est-à-dire qu'on aura des groupes. Chaque groupe, il va jouer un rôle. Soit il va permettre, par exemple, un groupe, il va avoir une structure bien particulière, il va assurer la nage. Un autre groupe, il va avoir une structure particulière qui est adaptée, par exemple, à une fonction qui va permettre à l'animal de sauter, et ainsi de suite. Sur ces photos, vous avez des exemples des amphipodes, quelques exemples d'amphipodes. Et la dernière classe, c'est la classe des maxillopodes. Donc, au niveau des maxillopodes, donc on a environ 10 000 espèces qui appartiennent à cette classe. Elles ont un plan de corps ou bien un plan d'organisation de type 5, 6, 4. C'est-à-dire qu'ils ont 5 appendices au niveau de la région céphalique, 6 appendices au niveau de la région thoracique et 4 appendices au niveau de la région abdominale, plus un segment terminal qu'on compte souvent, qu'on appelle le telson.
Donc ils ont une organisation différente de celle des œufs Malacostraca 5, 8, 6, ou bien des Malacostraca en général 5, 8, 7, ou bien 5, 8, 6. Donc cette classe, donc, il a un plan de 5, 6, 4. Et vous voyez très bien que le plan d'organisation et le nombre de segments par chaque tagme, il joue un rôle très important dans la classification. Le nombre au niveau de segments céphaliques, c'est toujours fixe. C'est typique chez les crustacés, donc on a 5 paires d'appendices céphaliques et les autres tagmes, donc ils ont un nombre variable d'appendices. Ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas d'appendice au niveau de la région abdominale. La carapace, soit elle est présente, parfois lorsqu'elle est absente, elle est remplacée par un bouclier céphalique et carrément parfois la carapace elle est absente, bien elle est réduite. Ils ont des yeux simples et des yeux composés. Donc certaines formes elles sont fixes, c'est très rare chez les crustacés, mais chez les maxillopodes, donc on a des formes qui sont fixées, par exemple les cirripèdes. Ce sont des organismes hermaphrodites et qui ont une fécondation croisée. Malgré qu'ils sont hermaphrodites, il n'y a pas d'autofécondation, mais on a une fécondation croisée, c'est-à-dire entre deux individus. Pour terminer, on va parler de la sous-classe des Cirripedia. Donc ce sont des maxillopoda sessiles ou bien des maxillopoda fixes. Donc, ils vivent fixés à un substrat rocheux. Vous avez le schéma et la photo réelle de certains Cirripedia. Donc pourquoi ces Cirripedia? Parce que chez les Cirripedia, donc, on a certains appendices ou bien certains pattes qui se sont transformés en des cires. Et ces cires, donc vous avez 12 cires, donc 6 paires de pattes qui se sont transformées en cires. Et ces cires, ils contiennent ils sont adhésifs et ils permettent de capturer ou bien d'orienter le sens de courant de l'eau pour faire rentrer l'eau vers la bouche de ces cirripèdes. Donc ces cires sortent de la coquille, ils se trouvent du côté externe, donc ils permettent si vous voulez, de guider le courant de l'eau pour permettre à l'eau d'entrer dans la bouche. Là vous avez l'anatomie d'un cirripède, d'entrer dans la bouche, et lorsque l'eau pénètre dans la bouche, donc l'eau contient des particules alimentaires qui vont assurer l'alimentation de ces cirripèdes. Donc ce sont des hermaphrodites, donc vous avez les appareils génitaux mâles et femelles. Et surtout, ce sont des organismes qui sont fixés et on les appelle les cirripèdes à cause de la présence de ces cires. Donc, par cette sous-classe, donc on termine cette partie du cours qui est réservée aux myriapodes et aux crustacés. La prochaine fois, Inch'Allah, on va terminer le cours sur les arthropodes. Donc, dans la vidéo prochaine, on va parler des hexapodes. Donc, le dernier sous-embranchement qui nous reste, les hexapodes. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Pardon, avant de vous quitter, donc sur ce tableau, donc j'ai mis un récapitulatif qui permet de dégager les caractères distinctifs ou bien les traits distinctifs qui se trouvent au niveau des différentes classes des rémipèdes, différentes classes des crustacés, surtout en ce qui concerne la carapace, est-ce qu'elle est absente, est-ce qu'elle est présente, la carapace ou bien le bouclier céphalique. Surtout, un point très intéressant, c'est le nombre de tagmes, ou bien le nombre de segments par tagme, et la présence, la nature des périopodes ou bien des thoracopodes, est-ce qu'ils sont foliacés ou bien est-ce qu'ils ne sont pas foliacés, et la présence des maxillipèdes ou bien le nombre de maxillipèdes. Je répète, les maxillipèdes, donc ce sont les premières paires de pattes qu'on retrouve au niveau de la région thoracique et qui servent pour l'alimentation et non pas pour la locomotion. Donc là, sur ce tableau, donc j'ai résumé l'ensemble des caractéristiques. Par exemple, les rémipèdes, la carapace elle est absente. Ils ont un bouclier céphalique qui remplace la carapace et leur corps il est formé par deux tagmes, le céphalon et le tronc. Le céphalon il a 5 segments et le tronc est là
jusqu'aux 32 segments. Elles ont des périopodes, mais ces périopodes elles ne sont pas foliacées. Et elles ont une paire de maxillipèdes. Les autres classes, par exemple les céphalocaridas, carapace absente, elle est remplacée par un bouclier céphalique. Et là, vous avez le nombre de segments par tagme, céphalon, thorax et abdomen. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aspect des périopodes et aussi l'absence et la présence de maxillipèdes. Donc, vous remarquez très bien que l'absence, les maxillipèdes sont présents chez un nombre important de classes, chez les céphalocaridas, chez les bronchiopoda, chez les malacostraca. Donc, ils n'ont pas de maxillipèdes. Les maxillipèdes, on va les retrouver uniquement chez les malacostraca, les vrais malacostraca, malacostraca, qui ont de 0 à 3 paires de maxillipèdes, et chez les maxillopoda, qui ont parfois une paire de maxillipèdes, également chez les rimipèdes. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir dégager les différences entre les différentes classes de céphalopodes en fonction du nombre de segments par tagme. Donc c'est très caractéristique cet aspect-là. Il faut faire très attention à ce tableau. Donc il résume, si vous voulez, l'ensemble des caractères qui nous permettent de distinguer les classes, les différentes classes des arthropodes, des crustacés. Et juste un point qui est unique et qui est particulier, c'est que chez l'ordre des Diplostraca, c'est-à-dire des bronchiopodes, donc ils ont une carapace qui est formée par deux parties, donc ils ont une carapace bivalve. Donc ils ont une carapace, mais une carapace formée par deux parties. On parle d'une carapace bivalve, c'est pour cette raison qu'on les appelle les Diplostraca, c'est-à-dire qu'ils ont deux carapaces, une carapace bivalve. Donc je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.